Emmanuel Béard brise 20 ans de silence en révélant une vérité longtemps étouffée sur Daniel Auteuil, une vérité assez forte pour ébranler toute la France. Cette nuit-là, elle avoue enfin ce que son cœur et sa carrière avaient dissimulé pendant 2 décennies. Et ce qu'elle s'apprête à dire ouvre la porte à une tragédie que personne n'avait imaginée. On la voyait comme une apparition. Une silhouette de lumière, presque irréelle, qui glissait à travers le cinéma français avec la grâce d'une femme qui semblait née pour être regardée. Emmanuelle Béard n'était pas seulement une actrice. Elle était une projection de désir, de fragilité, d'insoumission. Dans les années 90, chaque photographe voulait son visage, chaque réalisateur voulait sa voix, chaque spectateur croyait la comprendre. Et pourtant, personne ne voyait la fissure silencieuse derrière le regard clair. Comment une femme si exposée pouvait-elle rester, au fond, si profondément seule? Elle avançait comme une énigme dans une industrie obsédée par l'image. Son sourire, délicat et presque timide, faisait croire à une douceur permanente, mais ceux qui l'approchaient devinaient une tension intérieure, une lucidité parfois tranchante. Les magazines la présentaient comme l'icône d'une génération, la femme qui réconciliait sensualité et pureté, rébellion et innocence. Sa beauté était louée à l'excès, souvent avant même son talent, comme si la lumière qui la suivait partout n'était pas un choix, mais une condamnation. Derrière la perfection des photos, une question persistait. Pourquoi une femme si admirée semblait-elle constamment sur le point de disparaître? Car Emmanuelle vivait dans cette contradiction permanente. Adorée par le public, mais hantée par un sentiment d'inadéquation. Elle donnait tout à ses rôles, jusqu'à s'y dissoudre, cherchant une forme de vérité que sa vie privée ne lui accordait pas. Dans les interviews, elle parlait peu, pesait chaque mot, construisait une forteresse de silence autour de ce qui comptait vraiment. Ce choix, longtemps perçu comme une élégance, cachait en réalité un autre mouvement. La peur qu'une vérité, une seule, suffise à fissurer l'image impeccable qu'on attendait d'elle. Comment survivre à une lumière qui exige qu'on reste parfaite, immobile, intacte? Les années passant, elle devint l'allégorie d'une femme moderne. Forte, autonome, mais prisonnière d'un rôle qu'elle n'avait jamais choisi entièrement. Dans les festivals, on saluait son intelligence, sa sensibilité artistique, mais personne ne remarquait l'ombre qui s'installait lentement dans sa voix lorsqu'on évoquait le passé. Les journalistes commençaient à deviner un secret, quelque chose de trop lourd pour être expliqué, trop intime pour être déformé en titre accrocheur. Elle restait pourtant fidèle à son silence, comme si parler revenait à rouvrir une blessure qu'elle tentait depuis longtemps d'oublier. Pourquoi une femme aussi brillante devait-elle encore lutter pour protéger ce qu'il restait d'elle-même? Au sommet de sa carrière, elle semblait intouchable. Mais l'intouchable est aussi le plus fragile, celui que personne n'ose approcher vraiment. Emmanuelle observait les projecteurs comme on regarde une mer agitée, magnifique mais dangereuse. Elle savait qu'un faux pas, un aveu, une émotion mal contrôlée pouvait inverser toute la narration construite autour d'elle. Alors elle préservait sa légende, tout en s'éloignant du monde, centimètre par centimètre. Jusqu'à ce que le silence devienne une seconde peau. Mais combien de temps peut-on porter une vérité sans qu'elle finisse par briser quelque chose? Car au cœur de ce silence, il y avait un nom. Un seul. Celui d'un homme qui avait marqué son ascension, son cœur et sa chute. Et ce nom, pendant 20 ans, elle a refusé de le prononcer autrement qu'à travers des souvenirs flous. Pourquoi aujourd'hui choisit-elle enfin de lever le voile? C'était un plateau de tournage comme tant d'autres, un décor de cinéma baigné d'une lumière blanche trop franche, trop honnête pour laisser la moindre émotion se cacher. Pourtant, ce jour-là, quelque chose s'est produit, quelque chose qui n'avait rien à voir avec la scène qu'ils étaient censés jouer. Emmanuelle Béard, encore presque inconnue, entra dans la pièce avec ce mélange de fragilité et d'assurance qui troublait déjà ceux qui la regardaient. Daniel Auteuil leva les yeux vers elle, comme si le temps venait de se contracter autour d'un seul battement de silence. Comment 2 solitudes pouvaient-elles se reconnaître avant même de se parler? Il y avait dans leur première rencontre une intensité étrange, presque dérangeante. Pas un choc fulgurant, mais un glissement lent et inévitable. Lui, l'acteur confirmé, porté par une maturité grave. Elle, la jeune femme dont le visage respirait la promesse d'un mystère que personne n'avait encore déchiffré. Sur le plateau, ils jouaient un couple qui se cherche. Hors champ, ils semblaient deviner, avec une lucidité effrayante, que quelque chose venait de basculer. Les techniciens murmuraient qu'ils formaient une belle image. Ils n'imaginaient pas que, derrière cette beauté, une tension souterraine commençait déjà à se nouer. Était-ce seulement du jeu, ou bien une vérité en train d'émerger? La caméra tournait, mais ce n'était pas elle qui capturait l'essentiel. Ce qui comptait, c'était l'espace entre leurs regards. Cet intervalle chargé d'une énergie silencieuse, un territoire fragile où chaque hésitation prenait l'allure d'un aveu. Daniel, d'habitude 6 mètres de lui, se surprit à chercher dans le regard d'Emmanuelle une réponse qu'il ne formulait pas encore. Elle, intuitive,
sentit que cet homme-là portait une blessure qui résonnait étrangement avec la sienne. Deux êtres qui avaient appris à se protéger, découvrant soudain un miroir trop précis. Comment ne pas s'y perdre? Les jours suivants confirmèrent cette intuition obscure. Ils ne parlaient pas beaucoup, mais chaque échange semblait taillé dans une matière plus dense que les mots. Un café partagé, un silence entre deux prises, un éclat de rire trop bref. Autant de signes minuscules qui construisaient un lien d'une intensité disproportionnée. Emmanuel ressentait une attirance mêlée de prudence, car Daniel avait cette manière de s'approcher tout en gardant une distance impossible à franchir. Il la voyait, vraiment, avec une acuité presque douloureuse. Mais pourquoi cette proximité donnait-elle déjà l'impression d'un piège? Un soir, après le tournage, ils restèrent seuls dans le studio. La lumière tombait, le silence emplissait le plateau vidé de son équipe. Daniel parla le premier, une phrase trop simple pour contenir tout ce qu'elle signifiait. « Tu joues avec une vérité qui me trouble. » Ce n'était pas une déclaration, mais une confession. Et c'est dans cette confession qu'Emmanuel sentit l'équilibre se rompre. Elle comprit que, désormais, leur vie ne suivrait plus le même tracé qu'avant. Une porte venait de s'ouvrir, mais menait-elle vers la lumière ou vers la nuit? Car la question se posait déjà, silencieuse mais insistante. Ce qui naissait entre eux était-il un amour ou une fracture prête à se refermer sur elle? Les premiers mois furent d'une douceur presque irréelle, comme si la vie décidait soudain de suspendre ses ombres pour leur offrir un refuge inattendu. Emmanuel et Daniel vivaient un temps lumineux, un temps où chaque geste semblait chargé de promesses. Sur les plateaux, leur complicité devenait palpable, une respiration commune que même la caméra peinait à saisir entièrement. Ils se découvraient dans les silences, dans les instants volés entre deux prises, dans ces interstices du quotidien où l'on croit, naïvement, que l'amour suffit à tenir le monde en équilibre. Combien de temps une lumière peut-elle durer avant que la réalité ne réclame son dû? Ils partageaient des rires simples, des confidences murmurées à voix basse, des matins où tout semblait possible. Daniel, d'ordinaire si réservé, laissait entrevoir une tendresse inattendue, une sensibilité que peu avaient eu la chance d'approcher. Emmanuel s'y abandonnait avec la confiance d'une femme qui croit enfin avoir trouvé un ancrage. Elle se sentait vue, reconnue, presque protégée. Il était pour elle un guide, un modèle, un compagnon dont la profondeur l'impressionnait autant qu'elle la rassurait. Et pourtant, derrière cette harmonie, une tension à peine perceptible commençait déjà à prendre forme. Était-ce le destin qui murmurait les premières mises en garde? Le succès professionnel n'arrangeait rien. Les projecteurs s'allumaient, les plateaux se succédaient, les journalistes scrutaient chaque expression de leur visage. La France les voyait comme un couple mythique, une alliance parfaite entre talent et sensibilité. Mais ce que le public ne voyait pas, c'était l'usure subtile qui s'insinuait dans ce récit idyllique. Daniel, parfois, observait Emmanuel avec un mélange d'admiration et d'inquiétude, comme si la lumière qui faisait vibrer son visage risquait aussi de l'éloigner de lui. L'amour, lorsqu'il rencontre la célébrité, devient un terrain instable. Jusqu'où pouvait-elle briller sans qu'il ne craigne de disparaître dans son ombre? Dans leur intimité, les premières failles apparaissaient sous des formes muettes. Un regard plus dur que d'habitude, un silence prolongé, une remarque prononcée trop vite. Emmanuel, hypersensible, percevait ces micro-fractures comme autant de signaux difficiles à interpréter. Était-ce la fatigue, la jalousie, ou simplement la peur d'aimer trop fort? Elle tentait de ne rien montrer, d'aplanir chaque tension, de préserver la beauté fragile qu'ils avaient construite. Car au fond d'elle, une inquiétude ancienne refaisait surface, la peur de ne pas être assez, ou d'être trop. Mais comment dire cela à un homme qui semblait déjà lutter contre ses propres démons? Les moments heureux continuaient pourtant à affluer, comme pour masquer ceux qui se délitaient doucement. Ils voyageaient, riaient, se retrouvaient dans des chambres d'hôtel où le monde extérieur semblait lointain, presque imaginaire. Mais même dans ces bulles de tranquillité, un sentiment fugitif traversait parfois le regard de Daniel. Une distance, un repli, une absence momentanée de lui-même. Emmanuel le sentait sans oser le questionner. Elle craignait qu'une seule question ne fasse éclater la fragile harmonie qu'elle s'efforçait de maintenir. Peut-on garder quelqu'un près de soi en se taisant sur tout ce qui nous ronge? À mesure que le temps passait, leur relation se densifiait autant qu'elle se compliquait. Emmanuel devenait indispensable aux yeux du public, mais peut-être trop essentiel dans le regard de Daniel. Cette dépendance émotionnelle, si belle dans les débuts, commençait à peser lourd. Ils s'aimaient, oui, mais cet amour n'était plus une évidence. Il devenait une équation, un équilibre douloureux entre besoin, admiration et peur. Et dans cet équilibre fragile, la moindre variation pouvait tout faire basculer. Qui aurait pu imaginer que ce qui les unissait avec tant de force deviendrait bientôt la racine de leur fracture? Car derrière les images parfaites, une question obstinée persistait, s'insinuant comme une ombre discrète mais tenace. Que se passe-t-il quand la lumière qui unit deux êtres commence aussi à les aveugler?
Le basculement ne se fit pas d'un coup. Il arriva par nuances, comme une couleur sombre qui se glisse lentement dans une toile trop claire. Ce qui avait été harmonie devint mesure, ce qui avait été tendresse devint prudence. Daniel, autrefois si présent, commença à se retirer, non pas physiquement, mais intérieurement, comme si une part de lui se refermait pour ne plus jamais s'ouvrir. Emmanuel perçut ce changement avec la sensibilité aiguë de ceux qui ont trop aimé. Une inflexion de voix, un regard qui s'échappe, un silence trop lourd. Comment affronter une absence qui se produit sous vos yeux sans que personne ne prononce un mot? Les tensions d'abord imperceptibles devinrent des frictions. Daniel supportait mal la médiatisation croissante de leur histoire. Lors des avant-premières, il évitait les questions où leurs deux noms étaient associés, comme si cette fusion publique l'étouffait plus qu'elle ne le portait. Emmanuel, elle, tentait de comprendre sans cesser d'aimer. Mais aimer quelqu'un qui se dérobe, c'est comme courir vers une porte qui se referme à chaque pas. La lumière qu'ils partageaient devenait un fardeau. Pourquoi la réussite de l'un semblait-elle devenir l'échec silencieux de l'autre? La jalousie s'insinua dans la relation, pas la jalousie éclatante, bruyante, mais celle, plus insidieuse, qui se cache sous des remarques anodines. Un soir, après une projection où le public avait ovationné Emmanuel, Daniel lui dit simplement « On t'aime beaucoup. Peut-être un peu trop. » Elle sourit, croyant à une blague, mais le regard de Daniel resta figé, inquiet, comme si cette admiration collective le privait d'une part d'elle. Être aimé par un homme et admiré par un pays entier. Combien de femmes peuvent porter ce double poids sans s'y perdre? Puis vinrent les humiliations discrètes, celles qu'on ne remarque que lorsqu'on les accumule. Sur un plateau, Daniel corrigea sa réplique devant toute l'équipe, alors que ce n'était ni son rôle ni sa place. À un dîner, il minimisa son travail, soulignant que son succès venait autant de sa beauté que de son talent. Emmanuel encaissa, par amour, par loyauté, par habitude peut-être. Elle n'osait pas répondre, craignant d'attiser un feu qu'elle ne savait pas éteindre. Comment pouvait-elle défendre sa dignité sans risquer de détruire la relation qu'elle tentait désespérément de sauver? La maison, autrefois refuge, se transforma en terrain instable. Les silences s'allongèrent, les conversations se tendirent. Daniel devenait imprévisible, chaleureux un jour, glacial le lendemain, comme si son affection dépendait d'un équilibre invisible qu'Emmanuel ne parvenait plus à maintenir. Elle marchait sur une ligne fragile, tentant de ne pas provoquer le moindre effondrement. Et dans cette marche, elle s'effaçait peu à peu, supprimant ses envies, ses projets, sa voix. Comment reconnaître qu'on disparaît alors même qu'on croit aimer? Un soir, la fracture devint visible. Il dînait dans un restaurant parisien lorsqu'un journaliste s'approcha pour féliciter Emmanuel pour son dernier rôle. Daniel sourit poliment, mais sa main, sur la table, se crispa à peine. À la sortie, dans la rue froide, il lui dit « Tu deviens quelqu'un que je ne peux plus suivre ». Cette phrase, simple, anodine en apparence, la transperça. Car elle comprit, à cet instant précis, que l'amour qu'elle portait si haut n'était plus partagé avec la même intensité. Comment continuer à avancer quand la personne qu'on aime s'éloigne à chaque pas que l'on fait? Les jours suivants confirmèrent cette rupture silencieuse. Daniel se retirait dans son travail, multipliait les prétextes, évitait toute conversation profonde. Emmanuel tentait de le rejoindre, mais chaque tentative se soldait par un mur invisible. Elle se surprit à pleurer seule, tard dans la nuit, sans comprendre comment un amour né dans la lumière avait pu se transformer en une cage d'ombre. L'usure était totale, lente, méthodique. Et dans cette usure, elle perdit quelque chose d'essentiel, la conviction qu'elle méritait d'être aimée sans condition. Comment un cœur peut-il survivre à cette lente extinction? Dans une ultime tentative de sauver ce qu'elle croyait encore possible, elle proposa de partir quelques jours, loin des plateaux, loin de Paris. Daniel accepta, mais sa présence, durant le voyage, fut une absence déguisée. Il parlait peu, riait moins encore, laissant Emmanuel lutter seul contre le vide qu'il laissait derrière lui. Elle comprit qu'il ne s'éloignait pas d'elle, mais de l'image de deux. Une image trop lourde, trop visible, trop parfaite pour être vraie. Et si cet amour n'avait été qu'un mirage qu'ils avaient entretenu par peur de tomber? La question, désormais, ne portait plus sur ce qu'ils vivaient, mais sur ce qu'ils perdaient. À quel moment un amour cesse-t-il d'être une promesse pour devenir une blessure? La nuit où tout bascula ne portait aucun signe avant-coureur. C'était une nuit d'hiver, froide, presque immobile, où Paris semblait retenir son souffle. Dans l'appartement qu'ils partageaient encore, un silence lourd s'était installé, un silence qui ressemblait moins à une pause qu'à une fin. Emmanuel se tenait près de la fenêtre, observant les lumières de la ville trembler légèrement sous la brume. Daniel, lui, restait assis sur le canapé, le regard vide, perdu dans une pensée à laquelle elle n'avait plus accès. Comment deux êtres si proches avaient-ils pu devenir des étrangers silencieux?
Elle tenta une dernière conversation, une dernière main tendue. « Nous devons parler », dit-elle d'une voix presque chuchotée, comme si un son trop fort risquait de faire éclater ce qui restait d'eux. Daniel haussa les épaules, un geste léger mais tranchant. « Parler de quoi ?» demanda-t-il, sans agressivité, mais avec une indifférence qui la coupa plus profondément que la colère ne l'aurait fait. Cette indifférence fut le vrai choc. Car elle comprit que ce n'était pas l'amour qui s'était érodé, mais son existence même dans le cœur de cet homme. Comment continuer à se battre lorsqu'on n'est plus une priorité, ni même une pensée? La dispute n'éclata pas. Il n'y eut ni cri ni reproche. Juste une succession de phrases froides, brèves, qui résonnaient comme des portes qui claquent. À un moment, Daniel se leva pour prendre son manteau, prêt à sortir sans donner de destination. C'est ce mouvement-là, simple, presque banal, qui fit fissurer quelque chose en elle. Un instant, elle vit non pas l'homme qu'elle avait aimé, mais celui qui la quittait déjà depuis des mois, sans jamais le dire. Et dans cette vision, elle sentit une vérité brutale, elle ne pouvait plus rester. La perte, désormais, n'était plus une menace. Elle était un fait. Elle s'avança vers la porte avant lui, posa la main sur la poignée, respira lentement. « Je pars », dit-elle. Pas comme une accusation, mais comme une délivrance. Daniel resta immobile, surpris, mais ne la retint pas. Ce détail, minuscule mais décisif, scella la rupture. En refermant la porte derrière elle, Emmanuel sentit un poids quitter ses épaules, remplacé aussitôt par un vide immense. Dans le couloir, l'air était plus froid que dans la pièce. Elle marcha sans se retourner, consciente que chaque pas l'éloignait de ce qu'elle avait tenté de sauver. À partir de cette nuit-là, rien ne fut jamais comme avant. 20 ans s'étaient écoulés avant qu'elle n'accepte enfin de parler. Pas dans un talk-show bruyant, ni dans une émission où l'on découpe les émotions pour en faire du spectacle. Non. Emmanuel choisit une petite salle de projection, vide, silencieuse, où une journaliste l'attendait avec un carnet fermé. Pas de projecteur, pas d'effet. Juste une femme qui avait porté trop longtemps une vérité trop lourde. Tout commença par une respiration, lente, contrôlée, comme si elle cherchait encore l'autorisation de dire ce qu'elle avait eu pendant 2 décennies. Comment trouver les mots justes pour raconter une histoire qu'on a longtemps tenté d'oublier? Elle regarda le sol avant de lever enfin les yeux. « J'ai gardé le silence parce que j'avais honte », dit-elle. La phrase, simple, presque fragile, traversa la pièce comme un souffle coupant. Elle enchaîna. « On croit que l'amour nous protège. Mais parfois, il nous rend invisibles. » La journaliste ne bougea pas, comprenant que chaque mot était un pas en terrain miné. Emmanuel poursuivit, la voix plus stable. « J'ai accepté des gestes, des silences, des absences que je n'aurais jamais dû accepter. Je pensais que c'était ça, aimer. Je me trompais. » Ces phrases n'étaient pas des accusations. C'étaient des fragments de survie. Puis vint la phrase qui fit trembler la France. « Je me suis perdu à force de vouloir qu'il m'aime comme je l'aimais. » Ce n'était pas une attaque contre Daniel Auteuil, mais un aveu intime, presque chirurgical. Elle parla de ses nuits d'angoisse, de ses efforts pour rester à la hauteur, de sa voix qu'elle avait laissé s'éteindre. Je n'étais plus une femme. J'étais un reflet. Dans le silence qui suivit, la journaliste sentit que quelque chose venait de se libérer. Non pas une vengeance, mais une délivrance. Les réseaux sociaux s'enflammèrent, non pour alimenter un scandale, mais parce que des milliers de femmes se reconnurent dans ce récit. Elle n'accusa personne. Elle décrivit une mécanique, un effacement progressif, un amour devenu cage. Et le plus bouleversant fut sa conclusion. Je parle aujourd'hui, non pour ouvrir une blessure, mais pour enfin respirer. Et si cette respiration était, en réalité, le début d'une autre vie? Après la révélation, le monde ne s'effondra pas. Au contraire, il sembla devenir plus respirable. Emmanuel s'installa loin du tumulte parisien, dans une maison où la lumière entrait sans effort, où chaque matin offrait une forme de réconciliation silencieuse. Elle recommença à travailler autrement, avec une liberté qu'elle n'avait jamais connue, choisissant des rôles qui ne lui demandaient plus de se sacrifier. Peu à peu, elle comprit que l'amour qu'elle cherchait depuis toujours n'était pas celui qu'elle avait perdu, mais celui qu'elle n'avait jamais pensé se donner. Dans cette nouvelle vie, elle marchait lentement, sans se presser, comme si chaque geste retrouvait son poids réel. Elle riait davantage, parlait moins, mais avec une voix enfin à elle. Les blessures ne disparaissaient pas, elles changeaient de forme, devenaient des repères, des témoins de ce qu'elle avait traversé et de ce qu'elle refusait désormais de revivre. Loin d'être une revanche, sa renaissance était une paix. Elle comprit alors une vérité essentielle. On ne renaît pas en quittant quelqu'un, mais en cessant de se quitter soi-même. Et parfois, il suffit d'une voix retrouvée pour illuminer toute une vie.